à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de plusieurs livres de fantasy que j'ai lus dernièrement. Il y en a un qui est à cheval entre la fantasy et la SF, mais on va dire que c'est de la fantasy, sinon le titre de cette vidéo ne fonctionnera pas. Dans cette vidéo, je vais vous parler du Royaume de Pierre d'Angle, de Quand vient la Horde d'Aurélie Luang, de So This Is Ever After, du Désert des couleurs d'Aurélie Wellenstein. Je vais aussi vous parler très rapidement d'un abandon que j'ai fait du dernier Danielle L. Jensen, l'autrice du Pont des Tempêtes, du Pont de la Tempête. Du Pont de la Tempête, ça a plus de sens. Donc on attaque tout de suite avec la première lecture qui est Le Royaume de Pierre d'Angle, le tome 1 de Pascal Quivigé, ici publié chez Folio Fantasy, mais qui est une quadrilogie qui a été initialement parue aux éditions du Rouergue. Les 3 premiers tomes sont sortis chez Folio, donc en poche, et le 4e arrive soit fin septembre, soit début octobre, mais je crois fin septembre. Donc la quadrilogie est totale et complète, et moi j'ai lu le premier tome en poche, donc de cette autrice francophone qui est de Montréal à la base, je crois. J'avais très envie de découvrir cette série depuis très longtemps, et j'avoue que l'annonce du passage en poche du 4e tome m'a un petit peu motivée à me dire bon allez, je me lance, comme ça je n'aurai pas à attendre. Je pose le livre comme d'habitude. M'a un peu motivée, comme ça je me suis dit que j'aurais pas à attendre des heures et des jours et des mois pour lire la suite. Dans le Royaume de Pierre d'Angle, on va suivre le prince Thibaut, qui est donc le prince héritier du Royaume de Pierre d'Angle, qui navigue sur les flots depuis plus de 2 ans et qui va entamer le voyage retour pour rentrer chez lui auprès de son père, qui dirige donc le Royaume de Pierre d'Angle. Jusque là, tout est logique. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ce qu'il va découvrir, c'est que dans ses cales s'est incrusté un passager clandestin, une passagère clandestine, qui est Emma, une jeune esclave qui a fui l'endroit où elle était, on la comprend. Esclave n'est pas une bonne situation. C'est une bonne situation ça, esclave? Qui fuit donc sa situation et qui va monter clandestinement à bord du bateau de Thibaut. Ils vont se rencontrer, et comme Thibaut est un peu un prince, c'est pas le prince charmant, mais il en a un peu tout l'air, tous les attributs, certainement physiques, même si la description est un peu vague, mais il a un peu tous les attributs physiques du prince du charmant, qui se comporte comme quelqu'un de très galant, qui est très avenant, qui est très gentil, qui est très, voilà, très nice. Et donc il va l'autoriser à rester à bord et à faire le chemin avec eux jusqu'à une destination en gros qui lui convienne à elle. Il faut savoir que dans cet univers, le royaume de Pierre d'Angle est connu pour être un royaume pacifique. Il n'y a pas de conflit vraiment au sein de ce royaume, il n'y a pas de guerre, ils sont pas concernés par tout ce qui se passe dans les autres royaumes, qui eux sont pas des royaumes très accueillants. Donc pour Emma, le royaume de Pierre d'Angle, c'est plutôt une bonne destination. Et on va donc les suivre pendant la bonne moitié du roman sur la mer, sur les flots. Donc c'est un peu une aventure maritime au début, c'est ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs dans ce premier tome, c'est qu'on passe une bonne partie du roman sur les flots, dans la mer, et après ils arrivent jusqu'au royaume de Pierre d'Angle, donc ça fait un peu genre mer-terre, on arrive comme ça. Mais ça m'a un peu rappelé au tout début parce que j'étais dedans, et d'ailleurs il faut que je m'y remette. Dans les aventuriers de la mer, il y a ce côté un peu épique, aventure sur la mer. On va découvrir tout l'équipage qui côtoie Thibaut et qu'Emma va côtoyer, qui est très original, très sympa. En fait, ce qui m'a surprise dans ce roman, dans ce tome 1, c'est qu'il y a un côté très léger, en fait, finalement, au récit par moment, parce qu'il y a plein de moments drôles, de simples moments de vie de l'équipage, parce que c'est pas centré au tout début, en fait, c'est plus centré sur découvrir l'équipage, découvrir les personnages de Emma et Thibaut, découvrir un petit peu ce qui entoure Pierre d'Angle, ce pourquoi elle est connue. Et du coup, c'est vrai que la première partie du roman est assez calme, assez drôle, assez même parfois... elle fait du bien en fait. La première partie du roman fait du bien et très agréable à lire, c'est très bien écrit. Il y a effectivement un côté, comme c'était au Rouergue dans la collection épique, il y a un côté un peu young adulte, littérature young adulte, mais qui quand même se fait pas trop ressentir, je trouve. Je comprends que du coup il est passé en poche chez Folio adulte. Et j'ai adoré cette première partie du récit. On sent bien qu'effectivement quelque chose de plus sombre se dirige derrière, c'est-à-dire que même si le royaume de Pierre d'Angle est connu pour être pacifique, il y a une malédiction, quelque chose qui pèse en fait sur le royaume. Il y a quelque chose de sombre qui l'entoure, notamment une forêt mystérieuse. C'est évoqué beaucoup à partir d'un certain moment, l'existence d'une forêt un peu mystérieuse à Pierre d'Angle. Et donc nous, on va avancer dans le roman pour essayer de découvrir qu'est-ce qui se passe en fait au royaume de Pierre d'Angle, qui est pourtant connu pour être assez paisible. J'ai beaucoup aimé ce premier tome.
J'ai été un petit peu surprise de ne pas avoir plus de fantasy parce que du coup en fait à part le côté imaginaire du royaume, il n'y a aucune magie, en tout cas pour l'instant il n'y a aucune magie. Ça rend le récit assez très accessible, très accessible. Si jamais vous êtes des lecteurs de fantasy amateurs, il n'y a pas de voilà, il n'y a pas un gros univers très compliqué à comprendre, pas du tout. Il y a donc un passage qui passe de très lumineux à plus sombre à la fin, ça finit vraiment d'ailleurs sur quelque chose de très sombre. Va me déplaire, j'espère qu'on retrouvera ce côté lumineux quand même dans le tome 2 parce que c'est ce qui m'a beaucoup plu dans la première partie. Mais c'est bien aussi que ça se dirige vers le sombre parce que du coup on voit qu'il y a plus d'enjeux. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi du coup, c'est qu'en plus de découvrir l'équipage qui est assez rigolo, il y a un côté, donc c'est un schéma narratif qui revient régulièrement dans certains livres qui s'appelle la Found Family, qui est en fait un schéma narratif récurrent qui vient mettre un de nos personnages ou plusieurs de nos personnages à se créer leur propre famille, qui ne sont pas leur famille de sang ou de liens voilà, comme père, mère, frère, sœur. C'est plutôt une famille qui se crée et qui se constitue avec des amis ou avec des gens qui ne connaissent pas et qui vont devenir des amis. Et j'aime beaucoup ce schéma dans la littérature et là on l'a beaucoup avec l'équipage. Emma l'intègre, donc bon gré mal gré parce que c'est une femme sur un bateau, donc les femmes sur un bateau, la malédiction. Mais il y a ce côté-là, elle va trouver une famille dans cet équipage plus ou moins hétéroclite. Très contente de cette lecture, j'ai hâte de poursuivre. En tout cas, je vous le conseille fortement et moi je vous tiendrai au courant de la suite de ma lecture. Le second roman dont je veux vous parler, c'est Quand vient la Horde d'Aurélie Luong, ici toujours publié chez Folio Fantasy en poche et qui était chez Scrinéo en grand format. Ce roman est aussi un roman d'une autrice francophone, donc je suis très contente d'explorer un petit peu cet univers-là de la fantasy que je connaissais pas très bien, parce que j'ai lu beaucoup de romans traduits de l'américain ou de l'anglais, j'ai peu lu finalement d'autrices de fantasy francophones, donc je suis très contente. Surtout que là c'est une histoire complète en un tome, donc c'est pareil, ça me permet de pouvoir proposer plus de choix à la librairie sur des one-shots. Il y a beaucoup de gens qui en ont un peu marre des séries, donc c'est vrai d'avoir des propositions, des conseils un peu différents, ça peut être chouette. Et j'ai beaucoup aimé, c'était une très bonne lecture, j'ai été très surprise, je m'attendais pas à que ce soit aussi sombre par contre, alors que pourtant c'est bien écrit, dark fantasy, mais voilà, je ne sais pas, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi violent, et mais c'était super. Donc quand vient la Horde, Aurélie Luong place son univers dans une sorte de Corée médiévale qui a été colonisée par la Russie, donc ça mélange un peu l'ambiance asiatique à l'ambiance au folklore russe. Il y a ces deux univers qui se chevauchent. On va suivre donc le personnage d'Ivan qui est un jeune paysan un peu idéaliste qui fait sa vie de son côté et un jour se fait attaquer par la Horde Blanche qui est une horde de mercenaires très connue dans cet univers pour ses méfaits, ses violences, sa cruauté et sa brutalité, et il va se faire enlever par des membres de la Horde Blanche et ramener à sa chef qui est ce personnage là qui s'appelle la putain blanche. J'espère que je vais pas être traquée pour avoir dit ce mot là, mais c'est le nom, c'est sa désignation, elle est appelée comme ça, et son vrai prénom, enfin son appellation qui n'est pas une vulgarité, c'est Yekaterina. Il est donc ramené à cette chef de la Horde Blanche pour être une sorte de monnaie d'échange dans un futur contrat qu'elle a avec quelqu'un, et pour ça il va plus ou moins forcer et plus ou moins consciemment intégrer la Horde. Je n'en dis pas plus parce qu'il y a évidemment des choses, vous doutez bien que comme il y rentre pas de plein gré, il va y avoir des petits retournements de situation. Mais il va essayer d'intégrer la Horde au début pour essayer de survivre, tout simplement, il veut essayer de survivre. C'est un récit que j'ai trouvé super déjà dans l'univers parce que le mélange de Corée médiévale avec cette ère de folklore russe là, ça fonctionne très bien. On a une carte au début, une petite carte, et on a aussi une liste des personnages et des déités, des organisations politiques et charges au sein de l'Empire, lieux notables. Il y a quand même pas mal d'infos au tout début, alors ça m'a fait un peu peur quand j'ai commencé le roman, je me suis dit qu'il y avait beaucoup d'infos, donc c'était peut-être que ça allait me perdre. En plus, comme c'est la culture asiatique coréenne, il y a beaucoup de consonances de ces noms-là et j'avais peur d'être perdue, mais en fait pas du tout, on s'y retrouve très très vite. Je pense que c'est plus pour s'y retrouver si à un moment vous êtes perdu, mais sinon moi j'ai commencé le roman en me disant allez j'y vais, et puis je n'ai pas été perdue, je suis juste de temps en temps retournée effectivement pour les organisations politiques. Il y a des appellations spécifiques, là par contre je suis retournée voir parce que ça me parlait moins. Le personnage d'Ivan part du jeune paysan un peu
alors idéaliste c'est le mot, j'allais dire bébête, mais non il est pas bébête, il est même très intelligent, mais il paraît bébête tellement en fait il se rend pas compte de certains trucs qui arrivent dans cet univers et du coup on a un petit peu envie de le frapper à certains moments, mais il va se faire frapper par plein de gens, donc si jamais il vous énerve, ne vous inquiétez pas, il en prend pour son grade. J'ai beaucoup aimé le personnage de Yekaterina, elle est très attachante. Alors après comme c'est un livre de dark fantasy, faut savoir quand même que dans ce roman la morale c'est pas du tout ce qui est bien représenté, au contraire c'est même bien mis en lumière, aucun personnage n'est trop manichéen. Par contre c'est effectivement du coup très violent à certains moments, c'est une horde de mercenaires donc il y a du sang, il y a de la bagarre, il y a... voilà, c'est pas... voilà. Si pour le coup c'est contenu sensible averti, il y a aussi pas mal d'évocations voilà, de torture, enfin, bref, dark fantasy je répète. Mais même si c'est un personnage assez sombre, on s'attache à elle parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de plus profond dans son personnage que juste elle dirige cette horde. Il y a quelque chose qui ramène ça. Et mine de rien, on a aussi, comme dans le royaume de Pierre d'Angle, même si c'est très différent, ce truc de farm family. Parce qu'Ivan va malgré tout rentrer dans la horde et apprendre à découvrir ses membres. Alors bon, il y en a, on n'apprend pas à les découvrir de la très bonne façon, mais il y en a certains auxquels on s'attache. J'ai beaucoup aimé aussi parce qu'on ne s'ennuie pas du tout, c'est très dynamique, il y a des retournements de situation qu'on voit un peu venir, mais qui fonctionnent très bien encore une fois. J'ai été très agréablement surprise par la plume. J'ai très hâte qu'elle sorte un autre roman du coup, je n'ai vu aucune annonce, mais j'espère qu'il y en aura un parce que c'était super. Par contre, il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est je suis allée voir les avis sur mon site de référencement de lecture en ligne. Je suis allée voir les avis sur ce livre qui sont plus ou moins, qui rejoignent plus ou moins le mien. Et il y en a un qui met, par contre, ce qui m'a dérangé, un des bémols, je sais plus comment c'était formulé, mais il dit un des bémols de ce livre, c'est la romance young adulte. Et alors, moi j'ai un petit arrêt parce que je la vois pas la romance young adulte. Genre, il n'y a pas de romance, c'est pas du tout young adulte, il n'y a pas de romance young adulte. Donc, bah, genre, j'ai dit là, mais alors c'est. Non. Non monsieur, je ne sais pas, ou madame, je ne sais pas, nous n'avons pas lu le même livre je crois, parce que vraiment moi j'ai retrouvé rien de tout ça. En tout cas je vous le conseille, si ce sont des thématiques et des choses, des ambiances qui vous plaisent, moi je trouvais que c'était un super livre. Juste rapidement je fais un petit aparté sur le livre que j'ai abandonné dont je vous parlais dans l'introduction. J'ai donc abandonné le tome 1 de la saga des 100 destins de Daniel L. Jensen, qui est donc un destin ancré dans le sang, qui est une romantaisie par l'autrice du Pont des Tempêtes, qui est une romantaisie dans le folklore viking. J'ai abandonné ce livre parce que j'en ai lu un tiers, plus ou moins. Et en fait, l'héroïne m'agace beaucoup. C'est très répétitif dans la construction. J'ai trouvé qu'elle répétait tout le temps que le mec était trop beau, qu'en plus il y a plein de schémas narratifs très très grossiers. Vraiment, on voit venir plein de choses et même dans les mises en place pour qu'elle arrive à se rapprocher du gonze, parce que ben, c'est une romantaisie. C'était hyper grossier, c'était genre ah mais le destin veut que ça, les dieux et les déesses veulent que ça, donc bah du coup tu vas te retrouver obligé de travailler avec lui. Ouais bon ben du coup on n'a pas de meilleure justification quoi. Mais non, j'ai pas du tout accroché donc j'ai abandonné. Je n'ai pas lu le Pont des Tempêtes, donc peut-être c'est mieux de vous lire le Pont des Tempêtes, je ne sais pas. Si quelqu'un l'a lu et me le conseille, dites-le moi. Mais là en tout cas moi je ne vous conseille pas sa nouvelle saga viking, je n'ai pas accroché. Ensuite j'ai lu le roman So This Is Ever After de F.T. Lukens, publié chez Gallimard Jeunesse, qui nous raconte l'histoire un petit peu comme le manga Frieren d'un héros qui s'appelle Arek, donc le livre commence au moment où il réalise la prophétie dont il est le héros, c'est-à-dire qu'il sauve le royaume dans lequel on est, qu'il tue le grand méchant, dans une scène d'ailleurs hilarante, c'est les premières pages, donc il tue le méchant, le grand méchant de cette histoire, et sauf que voilà, c'est les premières pages, et maintenant qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la suite pour le royaume? Quelle est la suite pour notre jeune héros qui a plus ou moins 17-18 ans? Lui, tout ce qu'il veut, c'est arriver à dire à son meilleur ami Matt qu'il est amoureux de lui. Sauf que ben, ça reste, même si c'est un héros de prophétie magique, ça reste un adolescent de 17-18 ans qui n'est pas très à l'aise pour dire ses sentiments. En plus, il a peur de se prendre un râteau, donc voilà. Et le roman s'ouvre sur ça, la réalisation de la prophétie. Il va se rendre dans une tour pour trouver l'héritière de ce royaume, normalement la principale bonne héritière de ce royaume, sauf que celle-ci est morte depuis je crois un petit moment parce qu'il ne retrouve que les os. Il va se retrouver bon gré mal gré
à diriger ce royaume. Il veut essayer de le refiler à tout le monde. En vrai, il veut essayer de refiler le pouvoir à tout le monde parce que lui, il ne veut pas du pouvoir, il voulait juste sauver le royaume, c'est tout. Mais il va devoir s'y retrouver. Une malédiction va tomber sur lui, c'est-à-dire que le dirigeant du royaume doit absolument épouser quelqu'un pour assurer la pérennité du royaume au cas où lui décède. Et s'il ne épouse pas quelqu'un, il disparaîtra du monde, genre littéralement il devient transparent. Donc il va chercher pendant une bonne partie du roman à épouser quelqu'un juste pour survivre. Voilà, il va chercher à épouser quelqu'un. On va le suivre lui et sa troupe d'acolytes qui l'ont aidé pour réaliser la prophétie. On va les suivre dans tout le roman à essayer de sauver sa peau. C'est très drôle. Alors évidemment c'est chez Gallimard Jeunesse, donc il y a un côté young adulte évidemment, mais c'est hilarant. Ils m'ont fait tous mourir de rire. Toute l'équipe là, la fine équipe, ils sont tous trop drôles. J'ai adoré ce roman, c'est bourré d'humour, c'est très décalé. Ça prend du coup un peu à contre-pied les livres de fantasy, un peu comme Frieren qui normalement place l'intrigue sur toute la quête pour arriver jusqu'à la réalisation. Là vraiment nous on est juste après. Donc ça déjà moi j'adore comme principe. C'est une romantaisie entre ce jeune magicien et donc Arek et Matt, son meilleur ami. Mais il y a toute la troupe aussi qui entoure cette histoire et qui me fait mourir de rire. C'était super, j'ai adoré. C'est très feel good, c'est très... je pense que c'est de la... Comment on dit, de la feel good fantasy, je ne sais pas. Autre point positif de ce roman, c'est que l'univers se place où en fait j'avais un peu peur que l'homosexualité de notre héros soit, d'ailleurs la bisexualité parce qu'il est bisexuel, soit un peu mal vu, genre c'est un royaume où l'homosexualité c'est pas bien, machin et tout, mais alors pas du tout. Le fait qu'il y ait des personnages bi, des personnages gays, c'est pas du tout mis en avant, c'est comme si c'était naturel et ça j'ai beaucoup aimé parce que du coup on passe un moment à juste se dire eh ben il lui faut quelqu'un, on s'en fiche qui, il faut juste qu'il sauve sa peau et c'est trop bien de voir que des personnages, voilà c'est un roman inclusif mais qui met pas le pied genre en mode non là les homosexuels c'est pas bien dans ce royaume là, non c'est juste il aime cette personne aime cette personne, ils s'aiment tous, c'est très merveilleux, j'adore. Il y a un côté mélodramatique dans le personnage d'Arek qui joue également, qui participe également à l'humour. Je l'ai vraiment dévoré, j'ai adoré ce roman, c'était des barres de rire. Voilà, je vous le conseille bien évidemment. Si vous aimez les romances young adultes, inclusives, pas hétéronormées, ce qui fait beaucoup de bien, et humoristique du coup, je vous le conseille, c'est que du bonheur. Et je finis ce point lecture par le dernier roman que j'ai lu qui est Le désert des couleurs de Aurélie Wellenstein, publié également chez Scrinéo en grand format et en poche chez Pocket, que je n'ai plus donc je vous mets l'image juste ici, ou juste ici selon la taille que prend ma tête sur la vidéo. Dans le désert des couleurs, on suit la fin de l'humanité. Un immense désert a recouvert la planète Terre. Le sable est constitué en fait des souvenirs des gens perdus et oubliés. Et petit à petit, en fait, le désert grignote la mémoire des gens qui ont le malheur de s'y perdre ou d'y errer. Ce qui fait que l'humanité s'est réfugiée dans un volcan, du coup pas en éruption, vous vous en doutez, pour y vivre protégés du sable, sauf qu'en fait le niveau commence à monter et menace leur abri. Et ils ont pour habitude en fait d'envoyer des sortes de messagers, des sortes d'élus, on va dire, des élus, à travers le désert pour essayer de trouver une sorte d'endroit, je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros on va dire un Éden, enfin c'est une forme d'Éden, un endroit où ils seraient en sécurité, à l'abri de ce désert qui mange et remange les souvenirs. Les deux élus fonctionnent toujours en duo parce qu'il y a un des membres du reste de l'humanité et une créature qui s'appelle le Mimorian, je crois que c'est ça. Un être humain mais un petit peu magique qui est le fruit de la conception d'un des humains de ce reste d'humanité, de ce groupe, avec ce qu'ils appellent le marchand de sable, une créature du désert qui est plus ou moins semblable à un homme physiquement mais qui reste un être magique du désert, qui couche en fait avec une femme. Ils font un bébé qui s'appelle le Mimorian et qui est un être magique qui vieillit plus vite que la normale. Donc par exemple notre personnage là a 3 ans normalement d'existence mais en paraît une vingtaine pour vous dire, et il est chargé d'accompagner la personne élu par le groupe pour traverser le désert afin de lui restituer ses souvenirs. Il voit la couleur des souvenirs dans les grains de sable du désert, il les récupère et il restitue les souvenirs à la personne pour que elle ne meure pas complètement folle sans souvenir. Dans ce roman on va suivre Irae, donc le personnage de féminin humain, enfin l'autre aussi est techniquement humain mais un peu moins magique,
et son demi-frère, je ne sais plus son nom, Caleb, je sais plus. Demi-frère, demi-sœur qui vont partir à la quête de cet Éden et donc on les suit pendant la traversée de ce désert des couleurs où lui va essayer de restituer ses souvenirs à Irae. Ils n'ont pas une relation vraiment très agréable parce que Irae a des soucis de famille avec sa mère, elle a vraiment des soucis relationnels avec sa mère. Lui, il adore sa mère, mais il veut absolument apprendre à connaître cette demi-sœur et à l'aimer comme une vraie sœur. Mais Irae lui en laisse pas trop la possibilité. Pendant leur périple, ils apprennent à se connaître, il y a des tensions, il y a des choses comme ça, et ça va être beaucoup, du coup, Cal, je vais l'appeler Cal parce que je crois que c'est Caleb, Calbec, quelque chose. Donc je vais dire Cal, ça se trouve c'est pas du tout son prénom, mais bon, qui restitue les souvenirs à Irae. Et en fait j'ai beaucoup aimé l'univers qui est très onirique, qui est bien construit, mais par contre j'ai beaucoup moins aimé la forme du roman parce que c'est très répétitif. C'est toujours, il récupère un souvenir, il lui livre son souvenir, on passe à autre chose. Tout ça pour finalement même pas tellement arriver à l'Éden, plus pour apprendre à découvrir nos personnages, les relations qu'il les noue, les soucis familiaux qu'il y a entre eux, qu'il y a dans le passé d'Irae, qu'est-ce qu'elle a vécu pour être une fille tellement en colère, pourquoi elle est tellement fermée à apprendre à connaître son demi-frère. C'est plus un roman finalement axé autour de la famille, c'est pas ce que je voulais dire à ce moment-là, donc j'ai été un peu déçue. Et effectivement j'ai trouvé la construction un peu répétitive. Ça reste un très bon roman, ça j'aimerais quand même insister dessus. C'est très bien écrit, l'univers est super, donc je pense que c'est un très bon roman, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais et c'est pas ce que j'avais envie de lire. Donc malheureusement pour moi ça a été une petite déception. Mais encore une fois c'est une histoire complète que je suis contente de pouvoir proposer aux gens si on me les demande en conseil à la librairie. Parce que je suis persuadée que c'est un très bon livre. Juste c'est pas ce que j'avais envie de lire et du coup j'ai été déçue. Mais ça arrive. Du coup, ça est tout pour ce point lecture spécial fantasy. J'espère que ça vous a plu. Merci aux nombreux abonnés qui se sont venus là dernièrement grâce aux vidéos sur la rentrée littéraire. Je suis très contente, elles ont l'air de vous plaire. En tout cas, j'ai de bonnes statistiques dessus, même si ça vous parle peut-être pas à vous. Moi, je suis très contente parce que je vois qu'elles ont bien marché et je suis très contente parce que du coup, c'était du travail, mine de rien. J'en ai encore plein à lire, mais là, franchement, j'avais pas la motivation, d'où la pause fantasy dans toute la rentrée littéraire. Merci beaucoup, j'espère que le contenu continuera de vous plaire et je vais essayer d'être aussi régulière que possible. En tout cas, merci beaucoup de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que oui, effectivement, je suis en pyjama. C'est ça le côté fan family. C'est le fait de se dire qu'à travers l'écran, j'ai trouvé ma famille avec qui je peux être en pyjama. Surtout YouTube. Bon et sinon, moi pendant que je parlote et qu'elle en a marre, et voilà, elle fait dodo. Alors il fait 30 dehors, mais elle adore le plaid. Que voulez-vous?